Bonjour, j'aimerais évoquer avec vous un sujet qui est un sujet, je crois, très important, et qui est celui de la politique étrangère de la Chine aujourd'hui. C'est une politique étrangère qui, vous savez, suscite beaucoup de commentaires, provoque beaucoup de réactions, des réactions souvent hostiles, et notamment dans les milieux occidentaux, où l'on attribue à la Chine une volonté de puissance, des ambitions hégémoniques, je ne sais quel désir de repeindre le monde aux couleurs de la Chine. Je crois qu'il faut aborder le sujet de façon rationnelle, sans voir dans la Chine en effet une sorte d'association philanthropique. La Chine a des intérêts, elle les défend âprement, elle est particulièrement sourcilleuse quant à sa souveraineté nationale, et on ne saurait le lui reprocher d'ailleurs. Et cette attitude, effectivement, explique beaucoup de choses. Par ailleurs, c'est une politique, la politique étrangère chinoise, qui, de manière significative, s'adosse à des principes. Alors on me dira, mais oui, mais la politique des États-Unis aussi, par exemple, se réclame des principes, les droits de l'homme, l'ordre international libéral, les règles qui seraient fixées par la communauté internationale et dont les États-Unis seraient, en quelque sorte, les gardiens vigilants. Bon. Mais on voit bien, à l'exemple des États-Unis, que tout ça n'est qu'écran de fumée, puisque la référence au principe, en réalité, est le cache-sexe d'une politique de puissance pure, et il n'y a qu'à voir le nombre incalculable de guerres, soit directement, soit par procuration, menées par les États-Unis depuis des décennies. Avec la Chine, je crois que c'est très différent. C'est très différent parce que on a affaire à un État dont la montée en puissance dans la sphère économique, la sphère productive, la sphère commerciale, qui est spectaculaire depuis 20 à 30 ans, a provoqué une sorte d'effet d'ajustement dans la sphère politique ou géopolitique. Comme si la Chine, devenue le plus gros PIB en pouvoir d'achat de la planète, et peut-être demain le plus gros PIB nominal, avait en quelque sorte réoccupé un espace politique sur la scène internationale qui lui revenait de droit finalement. Et c'est vrai que c'est pas à des marxistes qu'on va apprendre que ce qui se passe dans la sphère économique n'est pas évidemment sans effet sur ce qui se passe un jour dans la sphère politique ou idéologique. Bon. Mais cette montée en puissance de la Chine, ce déploiement ou ce redéploiement de l'espace de la Chine dans l'espace mondial, qui est une manière pour la Chine finalement de revenir à la situation qui prévalait avant le siècle des humiliations, avant la déconfiture de l'empire Qing au XIXe siècle, s'effectue dans le respect, alors dans le respect nominal sans doute, mais peut-être aussi réel, d'un certain nombre de principes. Voilà. Et ces principes, en fait, sont les principes mêmes de la coexistence pacifique, qui avaient été actés, notamment lors de la fameuse conférence de Bandung en 1955, qui marque aussi le point de départ commencé du mouvement des non-alignés. On assistait récemment, d'ailleurs, à la dernière réunion du mouvement des non-alignés, les 77 plus la Chine, à La Havane, à Cuba, tout récemment. On voit que ce mouvement est loin d'être éteint aujourd'hui, puisqu'il réunit quand même 132 pays. Ces principes de la coexistence pacifique, quels sont-ils ? C'est d'abord le principe, alors qui est fondamental, qui est en quelque sorte principiel dans la conduite par la Chine de sa politique extérieure, c'est le respect de la souveraineté des autres États et par conséquent la non-ingérence dans leurs affaires intérieures. Ça, c'est fondamental. Et à ce principe de non-ingérence s'articule un principe qui est, je dirais, de coopération, gagnant-gagnant, comme dit Xi Jinping, tous azimuts, avec tous ceux qui veulent bien œuvrer au développement et donc au co-développement. Ça, c'est fondamental. Et on voit bien que c'est la politique de la Chine aujourd'hui. Parce que, du côté de la non-ingérence, il est frappant de voir que la Chine, effectivement, ne s'immisce dans les affaires intérieures d'aucun État. On aura beau chercher, on ne trouvera pas un exemple de coup d'État ou de régime change qui aurait été provoqué par la Chine. C'est pas le cas. La Chine ne s'ingère pas dans les affaires des autres, de même qu'elle ne manipule pas d'organisations terroristes pour semer le chaos chez les autres, comme l'ont fait certains, et elle n'inflige pas non plus, c'est très important, de sanctions unilatérales et illégales à des pays dont la politique ou l'orientation géopolitique lui déplairait.
contrairement à ce qu'en font les États-Unis et leurs alliés, qui, au moment où je parle, infligent des sanctions parfois mortifères, je pense à la Syrie en particulier, ou à Cuba, à une quarantaine de pays. La Chine ne le fait pas. Pas de sanctions unilatérales, pas d'intervention militaire, bien sûr, puisque la Chine n'a fait aucune guerre depuis 45 ans, pas de manipulation de terroristes, pas de guerre par procuration, et pas non plus d'immixtion dans les affaires des autres via une propagande mensongère visant à déstabiliser le pouvoir en place, comme les Américains et leurs alliés le font constamment. Ça, c'est très important. Je crois que si on comprend pas ça, on comprend pas la façon dont la Chine aujourd'hui s'insère dans l'espace mondial et l'aura dont elle jouit. Parce que on a beaucoup critiqué la Chine en Occident, et on se doute bien pourquoi, la Chine a une bien meilleure image dans les pays du Sud. Alors parfois ça s'accompagne de quelques frictions ou désaccords, bien entendu, c'est tout à fait normal. Les relations entre la Chine et l'Inde ne sont pas simples, mais vous voyez, même entre la Chine et l'Inde, la relation entre les deux pays étant extrêmement complexe, il n'y a pas une situation de belligérance ou un refus de s'asseoir à la même table, de coopérer. Et finalement, quand on regarde la presse des deux pays, ni les Indiens ni les Chinois ne passent leur temps à se critiquer mutuellement, même s'il y a quelques sujets de controverse et quelques différends non réglés, notamment le fameux différend qui oppose les Chinois et les Indiens sur le tracé de la frontière. Cadeau empoisonné, d'ailleurs, faut-il le rappeler, de l'Empire britannique, puisque c'est la fameuse ligne Mac-Mahon, dessinée par les Britanniques en 1912, qui avait créé en fait cette pomme de discorde entre, à l'époque déjà, la République de Chine naissante, puisqu'on est en 1912, et la future Inde indépendante, en tout cas, elle le deviendra en 1947. Et c'est d'ailleurs l'origine de la guerre la courte guerre qui a opposé la Chine et l'Inde en 1962. Mais, pour élargir la perspective, disons que les relations entre la Chine, d'une part, et les pays du Sud, qu'on appelle le Sud global aujourd'hui, qu'on appelait auparavant le tiers-monde, d'autre part, et puis les pays occidentaux, les pays développés qui, eux, sont sur une autre ligne de conduite, évidemment, il y a une grosse différence. La Chine n'est pas du tout perçue au Sud comme elle est perçue au Nord ou à l'Ouest. Et je crois d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle elle est au centre aujourd'hui, avec la Russie, mais d'une manière différente, d'une espèce de, non pas de rassemblement ou de coalition, mais de convergence progressive, convergence croissante, d'intérêts entre des nations souveraines qui aspirent à mener leur développement comme elles l'entendent, qui rejettent toute forme d'ingérence dans leurs affaires intérieures et qui, évidemment, ne souhaitent pas non plus s'ingérer dans les affaires des autres. Et j'en veux pour preuve que des pays aussi différents que la Chine, la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Inde, qui font partie des BRICS aujourd'hui, ainsi que tous les pays, ils sont nombreux qui souhaitent en faire partie, et d'autres et certains ont déjà obtenu d'ailleurs l'accord des premiers, des fondateurs de cette structure. Ils ne sont plus dans la salle d'attente, ils sont maintenant entrés dans la salle de réunion. Je pense en particulier à l'Arabie Saoudite, on l'a vu, à l'Iran, et je dirais que réunir l'Arabie Saoudite et l'Iran dans les BRICS aujourd'hui, c'est quand même un exploit du point de vue diplomatique. Tout cela va dans le même sens, c'est-à-dire que la Chine, discrètement mais sûrement, est le chef de file et la base stratégique en même temps d'une vaste convergence qui prend l'allure d'une coalition des nations souveraines face à un impérialisme occidental sous hégémonie américaine qui est d'autant plus virulent qu'il est déclinant. Et c'est vrai qu'au cours des dernières décennies, on a vu comment les États-Unis finalement s'étaient adonnés à un bellicisme qui n'était que l'expression de leur déclin, tandis que les Chinois s'étaient adonnés au contraire à un pacifisme qui reflétait la montée en puissance de leur appareil de production, de leur appareil commercial, et donc tout simplement le déploiement de la puissance chinoise d'une manière pacifique à l'échelle planétaire. Tout cela donc contribue à reconfigurer l'espace mondial, et la politique étrangère de la Chine est une politique en fait qui est un puissant facteur de recomposition, de reconfiguration des rapports de force à l'échelle mondiale, non pas dans le sens d'un affrontement entre des pôles qui seraient opposés de manière irréductible, parce que la Chine, par exemple, ne cesse de dire qu'elle veut avoir des relations normales avec les États-Unis. Relations normales ne veut pas dire que la Chine accepterait
les règles du jeu fixées par les États-Unis, mais tout simplement qu'elle aimerait que les États-Unis acceptent de reconnaître en la Chine un État souverain et cessent de se mêler de ses affaires. C'est surtout ça, en fait, que souhaiteraient les Chinois. Leur stratégie de conquête du marché américain, qui a été menée avec succès depuis 20 ans, montre bien qu'en réalité, ils aspirent à avoir des relations pacifiques avec tout le monde, y compris avec les pays qui, comme les États-Unis, sont à la pointe de l'impérialisme. Donc, la démarche chinoise aujourd'hui, contrairement à l'époque, qui était celle de Mao Zedong, n'est pas une démarche révolutionnaire. Ça, il faut bien le comprendre. Les Chinois ne veulent pas bouleverser l'ordre mondial. Ils ne veulent pas affronter, et surtout pas sur le champ de bataille, l'impérialisme. Ils savent ce qu'est l'impérialisme. Ils savent que le temps joue en leur faveur. Ils pensent à juste titre qu'ils ont davantage le sens du long terme que ne l'ont des démocraties occidentales obnubilées par le rythme électoral et l'agitation stérile de la sphère politicienne. Et ils savent donc que rien ne sert d'aiguiser les conflits qui sont les conflits actuels, mais au contraire, qu'il vaut mieux temporiser, ne pas affronter l'adversaire, mais petit à petit, effectivement, venir s'installer sur ces plates-bandes, quoi. Je pense que la politique chinoise, qui n'est plus celle du profil bas, cher à Deng Xiaoping, des années 80-90, c'est une politique de réaffirmation de la Chine en tant qu'État souverain, en tant qu'État qui a des partenariats et même, on pourrait dire, des alliances à certains égards, même si officiellement elle dit qu'on n'en a pas, non pas pour provoquer la guerre, mais pour la prévenir précisément en organisant souterrainement, lentement mais sûrement, le basculement du rapport des forces, le basculement de la puissance réelle, la puissance économique, la puissance de l'appareil productif, du nord vers le sud et de l'ouest vers l'est. Et c'est la grande coalition des nations souveraines du sud et de l'est qui est en train de se profiler, en effet, avec les BRICS, avec l'Organisation de coopération de Shanghai, avec le rapprochement entre la Chine et la Russie, qui est quand même un phénomène géopolitique de première importance. Rappelons-nous quand même ce qu'étaient les relations sino-soviétiques jusque dans les années 80, elles étaient catastrophiques. C'était l'époque où les Chinois eux-mêmes disaient que leur principal adversaire, c'était l'Union soviétique. On est très loin de tout ça aujourd'hui. La politique étrangère chinoise, qui a connu des inflexions majeures, c'est clair, depuis 20 ou 30 ans, continue d'obéir aux mêmes principes, la coexistence pacifique, la non-ingérence, le co-développement, mais elle a su élargir le champ de ses partenariats, temporiser avec l'adversaire. Lénine disait, les capitalistes nous vendront la corde avec laquelle on les pondra. Et peut-être que lorsque la Chine est entrée dans l'OMC, Organisation mondiale du commerce, et est devenue la première puissance commerciale du monde, à la demande d'ailleurs des multinationales américaines qui avaient trouvé et qui trouvent encore aujourd'hui quelque intérêt, c'était peut-être parce que, dans une logique qui est celle du billard à trois bandes, on envisageait à Pékin le basculement un jour du centre de gravité de l'économie mondiale, des États-Unis vers la Chine. Et c'est ce qui s'est passé. Donc les années qui viennent vont être passionnantes. Je pense que ce qui va se passer notamment d'ici 20 ans, entre aujourd'hui, 2023, et puis le centenaire de la République populaire de Chine en 2049 sera particulièrement intéressant à étudier, parce qu'on va voir, en effet, tout ce qui est en germe aujourd'hui venir à maturité, et le basculement du monde, finalement, atteindre sans doute son point culminant. Alors, on en est loin. Ceux qui, par exemple, parlent beaucoup de dédollarisation oublient quand même que le dollar reste encore aujourd'hui, et pour de très nombreuses années, à mon avis, parce que c'est comme ça, parce qu'il a conquis une position hégémonique à un moment donné, et il ne la perdra pas de sitôt, donc une sorte de rôle dominant dans l'économie mondiale, mais les choses sont en train de changer. C'est intéressant de voir, par exemple, que dans le cadre des BRICS, on organise peu à peu la dédollarisation des échanges bilatéraux entre les pays membres. Ce n'est pas la dédollarisation de l'économie mondiale, mais c'est l'amorce, en fait, d'une prise de distance de la part de ces pays à l'égard de ce qui était la monnaie de référence. Et donc, petit à petit, effectivement, les termes mêmes dans lesquels le capitalisme mondial va connaître ses développements futurs sont en train de changer. Dernier point,
Je pense que quand on considère la politique étrangère de la Chine, il y a quelque chose qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que la Chine se réclame en fait non seulement d'un socialisme qui implique la coexistence pacifique et le souci de coopérer de manière fructueuse avec les autres États, dans une logique de gagnant-gagnant, selon une éthique des relations internationales qui est celle de Bandung, mais en même temps, c'est un pays qui se réclame d'une très longue tradition, c'est celle de l'Empire chinois, qui a lutté pendant 2000 ans pour tenter parfois avec succès, parfois de manière très difficile, pour tenter de faire son unification ou sa réunification, mais toujours dans les limites de l'ère civilisationnelle chinoise, dans les limites de cet espace géographique qui est l'espace chinois. Jamais les Chinois n'ont cherché à conquérir un empire outre-mer, jamais ils n'ont cherché à envahir des nations lointaines, ils ont simplement sanctuarisé leur territoire, ils l'ont unifié, ils ont fait parfois quelques incursions à proximité, comme en Corée, dans le nord de la Corée ou le nord du Vietnam, mais la Chine a toujours été, et elle est toujours un pays, même si elle a aujourd'hui des ambitions planétaires sur le plan économique et commercial, elle a toujours été un pays autocentré. Un pays qui est d'abord soucieux de ses équilibres internes et de la sécurisation de ses frontières. Et ça, c'est très important. Voilà ce qu'on peut dire, je crois, en quelques mots. On y reviendra parce que c'est un sujet important. On développera ultérieurement plusieurs autres aspects. Merci pour votre écoute et à très bientôt.